Bienvenue à tous sur le podcast Au-delà des entraînements, podcast qui s'annonce très intéressant aujourd'hui. On a déjà pu parler un petit peu avant. On va parler on va dire comment c'était avant, comment étaient les salles de sport un peu plus avant. Et est-ce qu'au final les salles de maintenant sont meilleures qu'aussi avant? Donc, je suis pressé de parler de tout ça. Déjà, salut Bernard, comment tu vas? On va déjà commencer par là. Très bien. Salut Florian. Merci de m'inviter et de me permettre de partager un petit peu ce que j'ai vécu, mon expérience, qui j'espère intéressera le plus grand nombre. Je pense aussi. Donc, juste pour situer un peu, tu es le papa de Samuel qui est venu sur le podcast épisode 4 ou 3, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus exactement. Je le mettrai au cas où en description. Et je peux te laisser un peu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui veulent te connaître. D'accord. Ouais, bon, ok. C'est vrai que je pense qu'il y en a plein qui ne me connaissent pas parce que je suis moi d'une génération un petit peu avant Instagram. Et en fait, si je reviens un petit peu au devant de la scène, c'est par l'intermédiaire de Samuel finalement que tout le monde connaît pratiquement aujourd'hui par ses bons résultats en compétition et plus que ses bons résultats par sa rapidité à venir à un haut niveau. Samuel, c'est vrai, on a déjà parlé, il en a parlé, s'est mis à la musculation il n'y a pas très longtemps et puis là, il est quand même déjà WNBF Pro au bout de sa deuxième compétition, deuxième saison. Donc oui, voilà. Et il avait derrière que 3 années de musculation. Donc voilà, je pense que derrière, dans l'ombre, j'ai eu une petite influence sur cette progression, puisque, voilà, comme tu sais, j'ai moi-même pratiqué, alors d'abord l'haltérophilie, j'ai commencé très jeune, j'avais 12 ans quand j'ai commencé l'haltérophilie. J'ai fait 17 ans de compétition au plus haut niveau en France, donc j'ai fait, je ne compte pas, tous les championnats de France en individuel, en collectif, en équipe de club, en équipe de région, en équipe départementale, enfin bon voilà. Et, et puis à un moment donné, j'ai terminé un petit peu ma carrière d'haltérophilie, puis la suite logique, comme beaucoup de sportifs, et là en plus j'étais déjà dans la fonte, je me suis tourné vers la musculation. Donc voilà déjà un petit peu pour dire d'où je viens. J'ai fait des études de sport. Je voulais être prof de gym au départ, donc j'ai fait l'UREPS. Et puis finalement, quand j'ai commencé à la 3e année, commencer à faire des stages un petit peu en établissement scolaire. J'ai compris que c'était pas pour moi. Il me fallait des gens motivés, qui avaient envie de transpirer, qui voulaient se donner à fond et tout. Et c'est pas forcément dans le milieu scolaire que tu trouves ce public-là. Il y en a toujours, hein. De toute façon, la caricature de la classe de gym, tu en as toujours 2-3 qui se donnent à fond. Après, tu as une petite moyenne là, qui, bon an, mal an, fait quand même un peu ce que le prof lui dit. Et puis, tu as la petite dizaine qui fout le bordel au fond, quoi. C'est classique, voilà. Et moi, ça ne me convenait pas, c'est pas mon schéma. Je suis quelqu'un qui s'investit à fond dans ce qu'il fait. Et je reconnais qu'en échange, j'aime bien aussi que ceux pour qui je donne un petit peu, mais mon énergie puisse me le rendre. Et donc, après avoir fait mon armée dans un bataillon sportif haltérophilie à Aix-en-Provence, quand je suis revenu, j'ai ouvert ma première salle de musculation. Voilà. Donc, ça, c'était bien, il y a bien longtemps, c'était en 1988. On est bien loin des salles de musculation telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, je pense que les jeunes n'ont pas forcément ce rapport-là, ou quand ils regardent un peu des petites vidéos en noir et blanc, style Pumping Iron ou des choses comme ça, ils peuvent se dire ah oui, tiens, c'était peut-être pas tout à fait comme aujourd'hui, tu vois. Ça fait plus, il y a plus le bruit de fonte, voilà. Et donc c'est comme ça que moi personnellement, en tout cas, j'ai commencé dans le milieu de la musculation. J'ai donc arrêté l'haltérophilie. J'ai commencé à m'entraîner en musculation parce que j'avais ouvert ma salle et que forcément, je fais un peu comme les autres, je m'entraîne, je me tiens un petit peu en forme et puis je me prends vite au jeu. Et poussé par quelques copains,
qui me disent ouais, Bernard, tu as un physique quand même, tu devrais voir un petit peu ce que ça donne sur scène et tout. Donc je me suis laissé convaincre et j'ai fait mon premier championnat de France IFBB et je me suis retrouvé en finale top 6 pour ma première présentation. Donc là, en effet, je me suis dit ouais, c'est vrai, il y a peut-être finalement un peu de potentiel derrière. Donc je me suis fait un break de 2 ans pour bien me préparer comme il faut. Et j'ai fait ensuite 3 au championnat de France, IFBB toujours, en finale. Et puis ensuite, et ben là, j'ai mis un peu le paquet. J'ai même pris un peu quelques produits pour voilà, pousser un petit peu la machine, parce que je sentais que j'avais du potentiel. Je pense qu'en effet, je ne sais pas si on abordera ce chapitre-là ou pas, je pense que la préparation avec des produits doit vraiment être réservée. Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, hein, je ne donne pas de leçons, mais je pense que c'est le plus pour exprimer un plein potentiel et montrer quelque chose, un beau physique sur scène ou quelque chose comme ça. Si c'est juste pour être un petit peu plus fort, le meilleur au développé couché dans la salle de sport et tout, je ne suis pas sûr que ça en vaille bien la chandelle et c'est tentant. Mais à mon avis, il faut que ça apporte vraiment une valeur ajoutée et pas que pour soi. Il faut que, tu vois ce que je veux dire, sur scène, il faut que quand les gens te voient, ils voient pas enfin, ça fasse plaisir, quoi, que ça fasse pas plaisir qu'à toi. Je sais pas, c'est peut-être difficile à exprimer ce que je veux dire, mais même dans cette démarche-là, il faut pas que ça soit égoïste. Pour moi, le sport, c'est un développement de soi, mais tu dois également être généreux dans ce que tu fais et donner aux autres. Voilà. Et donc, c'est assez difficile à palper, tu vois, tout ça. Mais bon, voilà. Et donc, ben, en 96, donc là, j'ai un petit peu tout fracassé. J'avais un super physique. J'ai gagné le Grand Prix de Paris en plus de 90 et en toute catégorie. J'ai gagné les finales Sud France. Et apparemment, en finale, donc je me suis fait un peu voler ma place. C'était, je me rappelle, à Mandelieu, la Népoule, à côté de Nice. Et là-bas, je ne suis pas connu, hein. Moi, je suis un petit creusois du centre de la France. Je sors de la campagne. Donc, et lorsqu'il y a eu les résultats, le public a hurlé, a tapé du pied et tout. Et donc, moi, j'étais t'es un peu décalé, tu sais, quand tu es sur scène, t'es dans ton monde à toi, tu as une certaine pression, tu n'as pas l'impression de voir la scène, le public et le monde tel qu'il est, tu vois, tu es dans une J'imagine. bulle et tu as le stress, la tension et tout. Et donc, j'allais monter sur la deuxième marche du podium et puis, à un moment donné, comme si la brume se dissipe et je vois mais je te jure, hein, on se serait cru dans une arène de foot, tu vois, les publics qui criaient son désaccord, qui tapaient du pied et tout. Et là, ben, je suis redescendu. Et puis je suis parti. J'ai vu que bon, j'avais été volé, j'avais tellement souffert pour en arriver là que je me dis c'est pas normal que on ne te juge pas à la forme du jour, quoi. Voilà. C'est ça. Et pour des raisons plus ou moins politico-sportives, toi, pour rendre plus plaisir à l'un qu'à l'autre, bon, voilà, comme ça se fait des fois. Donc j'en ai subi un petit peu les conséquences. Et puis comme je suis quelqu'un de caractère, et ben, je suis parti, puis je suis jamais revenu, tu vois. Et, et Jamais, c'est jamais, là, jamais. Du coup, jamais, c'est vraiment tout arrêté, tout fini. oui, 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 j'ai complètement arrêté là. Et comme j'avais de toute façon déjà, ça faisait quand même belle lurette que j'étais dans ce milieu-là, tu vois, y compris milieu sportif et y compris milieu professionnel. Professionnellement, j'avais envie de faire autre chose déjà. J'avais l'impression d'avoir fait le tour des salles de sport, de cet univers-là. Autant en tant que sportif, c'est un milieu qui m'a tellement apporté et qui, je pense, fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'était pas un milieu vers lequel enfin, duquel je voulais me tourner, m'éloigner, mais la compétition et puis au niveau professionnel, j'avais envie de faire autre chose. Voilà. Donc, comme j'avais déjà des petites idées en tête, euh, comme j'ai commencé, comme je t'ai dit tout à l'heure, le sport très jeune, en fait, j'ai eu très rapidement une hygiène de vie assez
Assez saine, du coup. Oui, Saine. assez saine, Ouais. voilà, merci. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc, peu de sorties avec les copains les week-ends parce qu'il y avait une compète le lendemain. Euh, donc, peu d'alcool, peu de moments festifs. Voilà. Par contre, j'y trouvais tout à fait mon compte hein, dans mes entraînements. Je me rappelle quand j'étais gamin avec des copains, on prenait chacun notre mobilette et la salle de sport, elle était à 15 km plus loin. Toi. Et donc, le soir, on allait s'entraîner à Felletin. Et on revenait en mobilette en plein milieu de la nuit, tu vois, se coucher, content d'avoir fait une séance de fou. Voilà, ça, c'était les débuts en haltérophilie. Tu vois. Et donc, arrivé à 30 et quelques années, je me suis dit, bon, il y a autre chose quand même dans ce monde, on va aller voir. Et pour joindre l'utile à l'agréable, parce que c'est un petit peu comme ça que je fonctionne, j'ai ouvert un bar de nuit. Voilà, tu vois, c'était vraiment le grand écart. Hein. J'ai Ah complètement oui. changé de milieu. Donc, j'ai ouvert un bar de nuit et avec déjà une petite idée qui va, si nos auditeurs nous suivent bien, comprendre qu'à la fin du podcast, les choses se rejoignent. Donc, j'ai plein de passions. Donc, le sport, tu as compris. J'aime bien entreprendre aussi. Je crée des affaires, j'en ai fait plusieurs dans mon chemin. Et j'aime le voyage aussi. J'aime le bateau, le voilier, et j'aime le voyage. Et donc, j'en reviens au bar que j'ai ouvert, que j'ai appelé le Globetrotter, parce que j'avais une idée de voyage autour du monde, en voilier. Et je me suis dit, ben tiens, en faisant quelques affaires fructueuses, ça va me permettre de mettre un peu d'argent de côté et de partir voyager. Voilà, donc comment je suis arrivé à ouvrir un bar. Puis après, j'en ai ouvert un deuxième. Et le hasard a fait que je suis revenu à la salle de sport. Ok. Alors, comment j'y suis revenu c'est assez bizarre. Donc, la salle de sport que j'avais ouverte, qui s'appelle la deuxième, en fait, qui s'appelle Iron Gym aujourd'hui, où s'entraînent Samuel et où il travaille. Donc, c'est moi qui l'ai créé en 92. C'était ma deuxième salle de sport. Je l'avais vendue, donc après un petit peu cette déception au championnat de France. Et j'en étais quand même propriétaire. J'avais vendu le fonds, mais j'avais acheté les murs à l'époque. Et j'étais toujours propriétaire des murs. Donc, j'ai tout intérêt à ce que cette salle tourne et me rapporte un loyer. Et dans le thème un peu de notre entretien, il y a les salles de sport d'aujourd'hui et les salles de sport d'il y a 20 ans ou plus. Il faut savoir que là, une ville comme Limoges, il y a plus de 20 centres de sport, sans compter les associations. À l'époque, moi, j'ai ouvert, il y en avait 3, tu vois, pour une population quasi identique. C'est quoi? C'est tout ce qui est fitness park et basic fit qui sont implantés, je pense, Alors, non? oui, il y a beaucoup de Basic Fit. Il y en a 5, déjà rien qu'à Limoges. Ah, punaise. Du coup, ça a coupé l'herbe sous le pied des fitness parks qui voulaient ouvrir. Mais sinon, il y a Orange Bleu, il y a Magic Fitness, il y a Ilancia. Et puis, ben, les quelques salles traditionnelles qui existaient à l'époque où moi je me suis lancé, c'est des salles de centre-ville, tu vois, c'est plus comme maintenant. Maintenant, ça s'implante dans les zones, en périphérie des villes, pour la plupart. Et là, il y a quelques salles traditionnelles encore qui perdurent. C'est pas facile. C'est pas facile parce que souvent on est limité aussi par nos espaces. On a des locaux qui sont plus petits parce qu'aujourd'hui c'est la grande tendance à des grands centres qui font 1000, 1500, 2000 mètres carrés ou plus. Nous, à l'époque, c'était des salles de 300, 500 mètres carrés. Déjà, moi, avec mes 500 mètres carrés, j'étais une grande salle à l'époque. Aujourd'hui, c'est une petite structure. Voilà. Ouais, Et ouais, sur ce qu'il y a maintenant, ouais. Ouais, c'est clair, maintenant, il y a vraiment des. Maintenant, ils ont vraiment certains des énormes entrepôts, en fait. Ils achètent souvent les Basic Fit, ils aiment bien avoir des énormes espaces et mettre un maximum de machines, même si les machines ne sont pas toujours aussi top que dans des petites salles. ouais, c'est clair. Mais ouais, c'est vraiment la mentalité du plus gros pour accueillir le plus de monde possible et surtout que les gens aient l'impression d'être dans quelque chose d'énorme, en fait. Et du coup, ça donne tout de suite cette impression de il peut y avoir plus de monde et je serais moins gêné, entre guillemets. Je ne sais pas comment ils voient la chose, mais je pense que le fait de Ouais, toujours ouais. faire plus grand, c'est aussi pour accueillir plus de monde. Et ouais, ça doit être une vision de Ouais, ma salle est énorme, je ne sais pas.
Ouais, il y a l'aspect financier, parce que comme la mode aussi, comme dans le commerce en règle générale, va beaucoup vers le low cost, donc si on veut faire du discount, il faut faire de la masse. Et on ne peut pas gagner de l'argent dans une salle de 400-500 adhérents en faisant des adhésions à 20 euros, parce qu'on a des frais fixes qui sont presque les mêmes que dans les grosses structures. Mais là, ben, en faisant des bas coûts, ben, il faut beaucoup de monde, quoi, beaucoup de monde. C'est ça. Et je discutais avec Fred Delavier hier, il me disait qu'à Agen, il y avait une salle qui ouvrait de 3000 mètres carrés. Tu te rends compte? Et Agen, ce n'est pas une grande ville en plus. Hein. 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés, tu te rends compte? C'est un mec qui a beaucoup d'argent, qui aime ça, et ben, il se fait plaisir aussi, tu vois. Donc voilà, il a loué un grand truc, et puis il a mis des machines Larocque, justement, de Lavier. Et puis voilà, c'est parti. Donc on ne sait pas où ça va s'arrêter. C'est un petit peu la mode aussi à l'américaine qui vient sur le marché français, comme toujours, avec 10-15 ans de retard, quoi. Ça a toujours fonctionné un peu comme ça dans tous les domaines. C'est ça, les salles les plus grandes possibles. Et du coup, pour revenir un peu au sujet d'avance, à quoi ressemblaient du coup tes journées quand tu étais du coup entre ton… Parce qu'à cette époque-là, donc ton gagne-pain, entre guillemets, c'était les salles de sport, le coaching, c'est ça? Ouais, ouais, Parce ouais. parce que du coup, j'ai plusieurs questions. Le fait d'avoir… tu es allé au bout des études quand même pour être prof de gym, tu as Oui, le oui. diplôme, tout Ouais, ça. ouais. Et, Ouais, j'ai une maîtrise, ouais. et donc, au moment où tu t'es rendu compte que finalement, ça ne te plaisait pas de faire prof de gym, c'est là que tu t'es dit, je vais ouvrir une salle de sport et faire du coaching. Tu t'es dit, je vais quand même vivre de ce partage d'informations et d'aider les gens à avancer, mais plutôt alors dans le coaching, c'est ça? C'était l'objectif? Oui, l'objectif, en fait, c'était d'avoir des gens qui viennent vers moi, qui soient motivés, comme Mhm. toi, j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc, dans une salle de sport, bah, les gens, ils payent. Donc, normalement, on peut supposer qu'ils sont un petit peu motivés quand même. Après, certains s'aperçoivent que leur motivation ne va pas tout à fait avec leurs objectifs. Bon, ça, c'est encore un autre débat. On rencontre de tout. Mais enfin, dans le fond, ouais, on rencontre quand même plus de gens motivés qui ont un objectif et qui se donnent les moyens de s'approcher peu ou prou de cet objectif. Donc, bon, de l'haltérophilie à la musculation, tu sais, bon, c'est quand même un peu le même univers, bien qu'il y a toujours eu des bagarres entre les haltérophiles et les culturistes. Et ça aussi, c'est une longue histoire passionnante, ne serait-ce qu'au niveau fédéral. Les haltérophiles ont besoin des culturistes pour le nombre, tu vois, pour avoir une grosse fédération. Mhm. Et le culturiste avait besoin de l'haltérophilie pour la représentativité olympique, puisque l'haltérophilie est un sport olympique et pas le culturisme. Donc, il y a eu ces rapprochements historiques entre l'haltérophilie et le culturisme pour avoir une grosse fédération reconnue par la jeunesse et sport. Mais comme d'un côté, il y a tellement d'incompréhension entre ces deux mondes. Et moi, j'étais un pointillé entre les deux parce que j'aimais les deux. Moi, j'aime le sport en général, de toute façon. J'aime quand on se donne à fond, etc. Et je n'ai jamais compris pourquoi les haltérophiles et les culturistes ne pouvaient pas se blairer, tu vois. Je te jure, j'ai vu des trucs extraordinaires. Et, et donc, ça n'a fait que le yo-yo, toi. Un coup, ça se rapprochait, un coup, ça s'éloignait. Donc, les fédérations se jumelaient, puis après, elles se reséparaient, puis elles se rejumelaient. Bon, un truc de fou. Mais bon, pour te dire que malgré tout, il y a quand même forcément une passerelle entre l'haltérophilie et la musculation. Et donc, j'étais, en tant qu'haltérophile, déjà intéressé par ce milieu de la musculation, tu vois. Et, et en ayant fait l'UREPS, donc où tu découvres aussi un petit peu tous les sports, tu t'aperçois que la musculation est devenue très vite, d'abord dans les sports individuels, puis dans les sports collectifs, une des bases de travail. Ça allait devenu d'autant plus fort quand le mur de Berlin a été écroulé et que tous les entraîneurs des pays de l'Est, qui étaient très critiqués par leur méthode,
et donc sont venus trouver du boulot en Europe, aux États-Unis, etc. Donc, ont apporté des méthodes beaucoup plus radicales au niveau de l'entraînement et la musculation a cette fois-ci envahi le monde du sport. Tu vois et donc voilà, pour te dire que le rapprochement vers les salles de sport, en ce qui me concerne, c'est avéré comme une évidence. Et donc, à partir de la licence STAPS que j'ai fait, j'ai compris que j'allais pas, que le CAPEPS ne m'intéressait pas, que j'avais pas envie d'être prof dans un établissement scolaire. Donc, du coup, j'ai fait une maîtrise à côté, une maîtrise donc pour la gestion des établissements sportifs. Ah ouais. Voilà. Donc, Donc, au départ, l'objectif, c'était déjà d'ouvrir une salle de sport, alors, même pendant alors les pas tout, études. pas Ah, tout ok. à fait. Donc, sur cette dernière année, donc, où du coup, j'ai compris que je n'allais pas, par contre, dans les établissements scolaires, j'envisageais peut-être de travailler pour des communautés, tu vois, pour des mairies, pour des départements. À l'époque, il y a ce qui s'ouvrait, ce qu'on appelait les crêpes éclatées. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Tu vois, les crêpes, c'est des structures. Souvent, Oui, il y a un grand parc, il y a un château, il y a des structures sportives. Et ça reçoit pas mal de stagiaires, d'entraînement, si je pour vois. différents sports. Voilà. Et ce qui appelait donc à ce moment-là les crêpes éclatées, en fait, c'était pour donner la possibilité à certaines villes qui n'ont peut-être pas, comme dans d'autres villes, un crêpes donc sur un seul parc, et bien d'utiliser les équipements sportifs de la ville, Ah ouais, c'est tu ça, vois, ok. mais Ouais, ouais, un peu c'est éparpillés. une entente entre plusieurs villes, Exactement. en fait. Ouais, ok, Voilà. d'accord. Donc, pardon, excuse-moi. Donc, ça permettait d'éparpiller un petit peu les structures sportives et utiliser, sans avoir à reconstruire un autre gymnase, une autre piscine, etc., d'accueillir donc des sportifs en général plutôt de haut niveau pour les entraînements, etc. Donc, ça commence à se développer et ma maîtrise de STAPS aurait pu me permettre, à un moment donné, de postuler pour ce genre de choses, tu vois. Donc, j'avais un petit peu ça en tête. J'avais fait quelques CV. Après, je suis parti à l'armée. Et puis, finalement, quand je suis parti à l'armée, j'avais déjà mûri un peu cette histoire de salle de sport. Et je suis sorti de l'armée en décembre 87 et en février 88 j'ouvrais ma première salle, tu vois, je n'ai pas perdu de temps. Ouais, c'est clair. J'avais trouvé un petit local 100 mètres carrés, c'est inimaginable aujourd'hui, et avec des machines que j'avais fabriquées, tu vois, avec un de mes frères. On avait acheté de la ferraille, on avait fait des développés couchés, des trucs comme ça, enfin bon, un truc de malade. C'est assez fou. Il faut qu'on en parle Ah ouais, plus tard. carrément, je t'écoute. On va Ouais. en parler, mais pour rester dans la musculation, donc tes séances d'entraînement, quand tu étais donc plus sur la musculation, préparation de compétition, à quoi ça ressemblait du coup ton quotidien? Les entraînements, combien de fois par semaine, etc. Bon, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, entraînement quasi quotidien. Alors moi, j'ai toujours été partisan des entraînements assez courts et intenses. Donc, les entraînements, c'était 1 heure et quart, 1 heure et demie, grand maximum, avec une routine 3-1, 4-1. J'ai toujours orienté un peu. Je pense que l'haltérophilie m'a apporté pas mal de choses sur la gestion de l'entraînement culturisme aujourd'hui Mhm. et la programmation sur du long terme. Par exemple, Samuel, toi, cette année, il a fait une préparation pour donc la fin d'année, les compétitions qu'il a à faire. Donc, on a tenu compte un petit peu de ce qu'il avait déjà fait. Et il avait des programmations depuis donc, il a fait sa compète octobre, une petite semaine de vacances où il fait ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut. Et après, on s'y remet doucement. Et à partir de novembre, si tu veux, jusqu'à la fin de sa prise de masse, qui va être fin juin à peu près, tout est planifié. Il y a des phases il y a 3 grosses phases d'entraînement progressives avec des pourcentages d'entraînement progressifs et tout ça, je pense, ça vient de l'haltérophilie. Parce que donc
donc, moi, quand je m'entraînais à l'époque, bon, les mouvements classiques, hein, évidemment, ça ressemblait, je te dis, à du Pumping Iron, les films, tu vois. On était quelques bons copains de passionnés, on se poussait les barres comme des malades, mais rien de vraiment, comment dire, inédit, tu vois, ni à l'époque, ni aujourd'hui. Et c'est souvent par rapport à ce chapitre-là que des fois les jeunes, je les vois faire des trucs, mais inventer des positions, des machins, mais je dis, mais vous faites quoi là les jeunes et tout? Oui, mais j'ai vu ça et tout, mais je dis, faites simple, faites simple, faites simple. Quand ils sont à Iron Gym, tu leur dis, mais est-ce que vous avez vu Sam? Parce que forcément, je suis obligé de le prendre en exemple. Hein. WNBF Pro à Limoges, il y en a pas 50. Et puis c'est un exemple de. C'est une étoile filante, Sam. Il y a 4 ans, il ne faisait pas de musculation. Et puis là, on va faire les championnats du monde à la fin de l'année. Tu vois. Donc, je leur dis, parce que je me dis, c'est crédible si je montre Sam. Tu vois. Je dis, mais est-ce que vous avez vu Sam déjà faire des trucs avec le bras là, le petit doigt ici, la jambe là Je dis, mais faites simple. Il y a des exercices qui existent depuis la nuit des temps. J'ai dit poussez, tirez, mais mettez de l'effort, mangez, voilà, de l'intensité et ça portera ses fruits. Et donc, dans les années 80, c'était pareil, tu vois, avec un matériel plus, plus, plus basique, hein, forcément, ouais, plus rudimentaire. Et ce qui a été une grande révolution, c'est les machines avec des cams. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'à cette époque-là, c'était beaucoup de polyarticulaires au final. C'était beaucoup d'haltères. Beaucoup de polyarticulaires, voilà, ça. ouais. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de… Parce que Pumping Iron, quand Arnold Schwarzenegger utilise déjà des poulies, c'était déjà un peu plus avancé quand même. Au niveau C'était déjà une salle quand même qui était déjà un peu plus moderne que ce qu'il y avait avant. Ouais. C'est ça. Mais tu vois, les premières poulies, tu avais un T avec des poids enfilés dedans de l'autre côté et c'était même pas guidé. Il ne fallait pas aller trop vite, sinon les machines, le poids, il se baladait. Et puis, tu as vu, ça fait fabriquer des mecs solides quand même, tu vois. Par contre, les cams, ça a été bien parce que ça a permis en fait de déjouer un petit peu la gravité qui est linéaire et qui est à peu près constante hein, sur quelques dizaines de centimètres, bien sûr, sur lesquels nous, on évolue au niveau des mouvements de charge. Et donc, ces cams ont permis, en fonction des angles de travail de l'articulation, d'avoir un effort adapté. Et puis, ça préserve aussi un peu plus les articulations, quoi. Les machines, elles sont bien faites maintenant. Et là, aujourd'hui, tu vois, quand je vois des gens qui prennent un banc et puis ils le calent avec un truc, et puis après, ils vont chercher une barre qui glisse dessous, et après, ils mettent des steps pour soulever le truc, et puis toi, pour faire du rowing pour le dos. Juste soutenu, oui, je vois, ouais. Et nous, on faisait ça à l'époque, on passait un quart d'heure à monter nos échafaudages et tout, mais parce qu'on n'avait pas les machines. Aujourd'hui, il y a des machines de rowing qui sont formidables, et moi, j'en ai plein à la salle, et je vois, je dis, mais comment c'est possible, tu vois? Je suis sûr que s'ils avaient connu cette époque-là, ils n'auraient plus envie de faire leur échafaudage et tout. Voilà. Nous, il nous fallait de l'imagination à l'époque pour essayer de varier un peu les mouvements, tu vois. Mais sinon, pour en revenir au sens de ta question de départ, il n'y a pas de grosse différence entre moi aujourd'hui, je me rentraîne encore un petit peu, bon voilà, plus pour faire de l'entretien et puis du coup en revenant dans le milieu de la musculation et avec un Sam qui pousse un peu au cul, tu vois, ça m'a remis un peu de challenge, donc je m'y recolle un peu. Et puis les jeunes qui sont à la salle, ils aiment bien me voir pousser aussi un peu, tu vois, il faut. Bon, je me dis aussi qu'on est un peu plus crédible quand soi-même on a un peu de physique et puis voilà quoi. Même si j'ai mon passé qui parle pour moi, c'est bien si le présent il parle encore. Donc non, hormis les machines. Évidemment, qui ont beaucoup évolué, ça c'est très bien. C'est à peu près la même chose. Voilà. Et l'évolution des machines aussi a permis à des gens de fréquenter les salles sans forcément vouloir faire du body. Tu vois, des personnes âgées, des personnes avec des handicaps, et ça c'était plus difficile avant.
aujourd'hui, c'est possible. Tout le monde peut faire de la musculation aujourd'hui, Yes. quel que soit son état de santé, quelle que soit sa morphologie. Tu as des géants là, qui sont en 2 mètres, là, qui font du basket et tout, ils peuvent, les machines leur conviennent. Tu as des petits, alors des fois, bon, il faut adapter un peu, mais tu as des gens qui en surpoids, tu as des gens très minces qui n'ont aucune force, qui viennent là faire de la rééducation. Aujourd'hui, on peut tout faire dans une salle de sport, ce qui n'était pas le cas. À mon époque, c'est vrai que c'était un peu plus élitique. Quand on rentrait dans une salle de sport, c'est qu'en général, on dit déjà sportif. Ouais, c'est ça. Oui, surtout que, comme dit, c'était beaucoup de barres à charger en fonte et tout, donc c'est tout de suite lourd, Ouais. quoi. Une barre, ça pèse déjà un certain poids. Et après, effectivement, moi, quand il y a eu le fameux confinement, le deuxième qui a duré, je crois, 8 mois ou 8 mois et demi, quelque chose comme ça, j'ai eu la chance que la salle me passe du matériel, me prête du matériel, des barres, pas mal de poids. Et je me suis retrouvé à m'entraîner dans mon garage 6 jours sur 7, je crois. Ouais, un truc comme ça. Et j'ai fait Ah, que c'est du bien. polyarticulaire et j'ai énormément progressé, en fait. Mais par contre, Ouais. derrière, c'est la récupération, elle a rien à voir avec le fait maintenant de pouvoir s'entraîner sur des machines. On sent aussi que euh, c'était sans doute les 8 mois les plus intenses et les plus durs pour moi au niveau récupération. Ouais. Et surtout quand on part sur une séance d'eau et qu'on n'a que du polyarticulaire, les lombaires, ils prennent surtout parce qu'on n'a pas le choix en fait, de faire du squat, ce genre de choses. Alors que Ouais, maintenant, avec les machines qu'on a, on peut faire du leg extension, ce genre de choses. Ça minimise aussi et ça permet de récupérer aussi un peu plus vite parce que c'est le but. Et oui, tu peux je faire pense que un. c'est ça qui est bien. C'est l'avantage je trouve aussi des machines guidées, c'est vraiment la récupération qui peut être un peu meilleure et on peut pousser la séance un peu plus loin des fois que uniquement du polyarticulaire. C'est la seule chose que je trouve qui est vraiment. Ouais, en fait, ça a l'avantage de son inconvénient. C'est-à-dire que, comme tu le disais justement, tu peux pousser un petit peu plus loin le travail musculaire sans y mettre un tel engagement de tout ton corps. Quand comme tu disais, ton entraînement de dos que tu faisais uniquement avec une barre, tu peux pas à un moment donné te permettre, même les orteils sont crispés au sol, tu vois, C'est quand ça, 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 tu c'est gardes vrai. ta Ouais. barre et tout. Et donc, tu as cet engagement de tout le corps qui a le côté bénéfique justement aussi de cet engagement et de faire travailler tous tes muscles. Mais à un moment donné, ça veut dire que si tu as un maillon faible, c'est-à-dire qu'au moment où tu fais tes dorsaux avec ta barre, eh ben, si les lombaires ou l'arrière de cuisse, entre guillemets, Te te, lâche, ouais. te lâche, ouais, Ouais. voilà, et ben, tu es obligé d'arrêter. Donc, tu ne vas pas au bout du travail des dorsaux. Donc ça, il y a l'avantage et l'inconvénient. Et justement, les machines aujourd'hui où tu vas être bien calé, où tes lombaires vont être, tu peux même travailler d'un seul bras, etc. Et ben, ça va te permettre d'aller chercher un petit peu plus loin l'effort, alors que quasiment le reste du corps, déjà, il t'a dit stop, quoi. Et donc d'aller plus loin. Voilà. Donc il faut bien, ouais, faire le bon mélange, et c'est ce qui permet d'aller plus loin, quoi. Après, c'est surtout effectivement, comme moi j'en ai beaucoup parlé dans les podcasts avec pas mal de monde, c'est surtout, malgré que ce soit des machines d'isolation, c'est quand même savoir les utiliser parce qu'il y a certaines personnes qui vont utiliser des machines d'isolation, on a l'impression limite qu'ils font du polyarticulaire. C'est trop lourd, ils bougent dans tous les sens. Normalement, ça doit vraiment être, voilà, on est bien fixe, on est bien calé. Et normalement, le but, si la machine est bien faite et étudiée pour l'être humain, mécaniquement, etc., on est censé sentir normalement son muscle travailler plus, enfin le muscle ciblé du moins, mais pas les jambes, si c'est le dos, etc. Normalement, le but, c'est vraiment d'être. Ah ouais, complètement. C'est Ah pour ouais. ça que, Et voilà. c'est pour ça qu'une bonne séance équilibrée va être composée de mouvements globaux, pluriarticulaires, et de mouvements d'isolation qui peuvent être faits dans différents ordres. On n'est pas obligé de mettre les isolations à la fin, on peut les mettre aussi en début pour faire de la pré-fatigue. On peut mélanger tout ça avec une richesse absolue qui va dépendre de la personne que tu as en face de toi, mais aussi du moment, de la fatigue, de la période dans laquelle on est, de l'alimentation à côté. Et donc, il y a tellement de possibilités de mélanger tout ça. Et c'est vrai que c'est riche parce que maintenant, les salles, elles sont très, très bien équipées, quoi, en règle générale. C'est ça. Ouais. Donc, du coup, quand tu as commencé et que tu étais dans cette partie musculation et les entraînements, il y avait au niveau des machines d'isolation, alors il y avait quoi? Il y avait déjà le leg extension, le leg curl, ce genre de choses. C'était vraiment qu'une poulie haute et Si, basse.
Non, moi déjà, j'avais, toi, dans les années 90, il y avait quand même Oui, voilà, ok. des leg extensions, leg curl, mais le très très basique, tu sais, c'était en fait, tu avais juste un bras de levier avec le poids au bout, donc il n'y avait pas de cam excentrique, souvent c'était en poids direct accroché dessus, ou ça commençait à avoir des fois un système de cam avec une chaîne, mais c'était pas une cam excentrique, c'était une cam régulière, tu vois. Mhm. Donc l'effort n'était pas constant. Et puis aussi le problème, c'est que l'axe de rotation de la machine correspondait pas forcément à ton axe de genou, tu vois. C'est ça. Et pour les leg extensions, c'était mortel pour les genoux, ça. C'est sûr. Euh, Ouais, parce que c'était donc pas réglable. Le dossier, en fait, n'était pas réglable, c'est ça? les C'était réglables, ouais, exactement, ouais. soit t'as la taille, soit tu l'as pas, quoi. Exactement, voilà. Ouais, donc là, Et, valait mieux limite faire du squat au final, parce que sinon, ouais, les Mais genoux, ils... exactement, mais oui, exactement, t'anticipes exactement ce que je voulais dire, c'est que à l'époque, on faisait quasi que du squat, voilà. Et moi qui faisais de l'haltéro, si tu veux, donc le squat, j'en ai fait toute une vie. Donc pour moi, le squat, et même encore aujourd'hui, hein, c'est le squat, hein, c'est l'effort de base à faire pour les jambes. Et après, il y a eu les presses à 45, toi, qu'on commençait quand même aussi à venir. Donc ça, c'était Mhm. pas mal, ça, toi. Ça Ouais. nous a permis d'intensifier un peu plus le travail. Parce que moi qui étais haltéro, et qui pour moi le squat c'était je savais squatter presque en même temps que j'ai su marcher, donc ça me posait pas de problème. Mais beaucoup de gens qui se mettaient à la musculation, c'est pas forcément un mouvement qui leur était naturel, et quand on a commencé à avoir les premières presses à 45 et les hack squats aussi, tu vois, C'est ça. ben, c'était pas mal, quoi, finalement. Ça reposait aussi un peu le dos, les lombaires, pour revenir au chapitre juste d'avant. Et ça a commencé à permettre de prendre conscience qu'il fallait mélanger les mouvements de base et les mouvements d'isolation. Voilà. Et Ouais. ça, après, au fur et à mesure que les machines sont arrivées, ça nous a permis un peu d'évoluer dans ce travail-là. Ouais, parce que maintenant, au niveau des machines, il y en a énormément. Maintenant, le hack squat, squat pendule, il y a énormément de machines et ça permet aussi, comme dit, aux gens qui débutent de pas directement aller sur un squat qui peut être complexe et même des gens qui ont l'habitude de s'entraîner ne savent pas forcément très bien faire le squat. C'est un exercice qui est quand même complexe et qui peut être vite dangereux s'il est il est mal exécuté. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pour autant, je suis quand même partisan d'aller très vite sur le squat pour justement apprendre un mouvement qui est complexe. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'il n'est pas évident pour quiconque, en fonction de sa morphologie, de son passé sportif et tout, de pousser à fond le développement des cuisses sur le squat, parce que trop complexe et trop de contraintes au niveau lombaire, fessier, même le haut du dos et tout. Mais je pense qu'il faut le mettre et après, évidemment, compléter le travail avec les machines. Parce que là encore, mon expression, c'est l'avantage de ces inconvénients et vice-versa, c'est que les machines sont confortables de plus en plus et la notion de confort est toute relative en musculation. Il faut justement ne pas aller vers le confort. Et le piège de trop de confort, c'est que on en perd un peu le goût de l'effort. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je vois. Et donc il faut rester quand même dans le purisme. Et quand je te dis que le sport, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'était les mêmes bases, en fait, c'était quoi? C'était pousser, tirer comme des malades, tu vois, pas ménager ses efforts puis se faire mal et puis manger, tu vois. C'était ça la musculation. Et pour moi, aujourd'hui, ça doit être encore ça. Et les machines, donc, qui sont certes plus confortables et tout, c'est bien pour élargir la musculation à un plus grand nombre, à des gens qui ne sont pas forcément sportifs, exactement, comme on disait tout à l'heure, mais pour ceux qui veulent vraiment faire du body, qui veulent vraiment faire du développement musculaire à outrance, il faut se méfier de cette notion de confort, justement. Ouais, c'est ça. En fait, il faut réussir à trouver l'inconfort dans le confort. Moi, je le dis souvent, et même dans les podcasts, j'en ai parlé à beaucoup de monde. C'est pour ça que cette vision-là, c'est pas qu'on n'a pas la même, c'est que moi, les,
je suis pas mal partisan des machines, je trouve ça bien, même les extensions et tout. Et moi, je sais que l'intensité que je mets sur une machine est la même que je mettrais par exemple sur un squat. Moi, je sais que la machine, pour moi, je vais sur un leg extension, imaginons, comme j'allais sur une presse, sur un squat, c'est que vraiment, je cherche pas le confort. Enfin, être bien installé, oui. Maintenant, en plus, les machines, elles sont de mieux en mieux conçues et ergonomiques. Et puis, elle s'adapte à toutes les morphologies parce que maintenant, on commence à se rendre compte que la morphologie de chaque être humain est différente. C'est important quand même de s'adapter, comme pour les genoux, que ça s'adapte les bras de levier, etc. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir des machines où on peut vraiment pousser l'effort plus loin, mais c'est vraiment pousser l'effort. Et c'est surtout pour certaines personnes, par exemple, plus safe de, par exemple, laisser tomber sur un squat pendule, de rater sa rep, de se retrouver en bas, mais que le squat, la partie squat s'arrête automatiquement sans faire mal, entre guillemets, qu'un squat où on aura plus de mal à aller chercher 2 reps de plus parce qu'on va se dire une barre chargée à 200, ça fait toujours peur si elle tombe derrière. Ou moi, ça m'est arrivé dans le garage quand je m'entraînais, je me suis retrouvé pendant 2 semaines à avoir le dos complètement rouge et ça m'a ouvert tout le. Mais après, il faut y aller chercher l'effort et je peux comprendre qu'il y a des gens, ça leur fasse un peu peur, moins que par exemple sur une presse ou un hack squat où on se dit, bon, si on rate la rep, c'est pas grave, ça s'arrête sur les protections. Et puis, au pire, on fait du bruit dans la salle, mais on risque pas de faire mal au spotter qui est derrière ou alors à la barre de la tordre, etc. C'est l'avantage que je peux trouver à certaines machines qui sont bien conçues si on pousse l'effort plus loin. Il ne faut pas comment dire, s'ennuyer entre guillemets sur un leg extension. On parle pas comme dit, aller sur un leg extension, être sur son téléphone, répondre aux messages et puis faire des mouvements comme on peut voir dans la salle. C'est Voilà, ouais, vraiment ouais. Non, c'est mais ça. ouais, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que je te dis, je mettais un bémol un peu sur la notion de confort, parce que c'est très relatif. Et C'est en ça. effet, c'était un piège dans lequel il fallait pas tomber. Donc, C'est ça. apparemment, tu n'es pas tombé dedans. Et le, pour en venir donc à l'histoire du squat et des mouvements de base, dès le départ, même pour un débutant, quand tu les inclus, toi, avec après les précautions nécessaires, hein, bien sûr, je trouve que déjà tu mets quand même les ingrédients d'inconfort nécessaires pour cette notion d'effort et cette notion Ouais, c'est ça. d'investissement complet du corps. Et qu'en effet, quand tu fais un squat, tu regardes pas sur ton instant en même temps, toi. Alors que quand tu es sur un leg extension ou d'autres, des fois, tu le fais aussi. Donc, voilà, toi, c'est ça. Mais on est tous d'accord que toutes les personnes qui se donnent à fond savent ce que c'est que de forcer, même sur une machine, entre guillemets, très confortable. C'est ça, ouais, c'est ça. Après, le point de vue, effectivement, je trouve ça pas mal. Effectivement, si le programme commence directement avec de la presse où on peut regarder son téléphone ou de l'extension, on peut avoir cette tendance par la suite à moins se donner. Alors que si on commence avec un squat, normalement, c'est compliqué de tenir la barre à une main, regarder son téléphone avec l'autre. Voilà, Ça, je tu as suis compris d'accord. mon Mais point de oui, vue. effectivement, je partage ce point de vue et même la plupart des beaux et des gros physiques font généralement du squat, du soulevé de terre et du développé couché. Bien Certains ont des sûr. beaux physiques sans forcément faire de soulevé de terre, hein. Il y a par exemple Sean Clarida qui était WNBF Pro, qui a un très bon physique et qui est d'ailleurs qui était champion en 212 l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois, qui lui par exemple fait pas du tout de. Après, il y a tellement des très gros qui font pas forcément de soulevé de terre. Après, à un certain poids, je pense, ça peut Oui, mais à un devenir moment donné, ouais, tu peux ne plus en faire, en effet. ça devient même dangereux. Mais effectivement, pour moi, Ouais. les meilleurs physiques et même surtout de dos, parce qu'une compétition va se gagner généralement de dos, un soulevé de terre fera toute la différence sur une personne qui n'en fait pas ou peu, quoi. C'est clair et net. Et comme un squat, par exemple, hein. Un squat, ça active tellement de muscles en fait en même temps que c'est un exercice qui est indescriptible. C'est pour ça que moi, quand je me mets par exemple sur un squat pendule, je m'imagine faire du squat. C'est que il n'y a pas juste mes jambes qui vont travailler, c'est vraiment mes bras, mon dos complètement crispé. Et c'est pour ça que j'essaie, comme dit, d'aller sur une machine comme si j'allais sur un mouvement polyarticulaire. C'est qu'il y a vraiment tout qui rentre en Oui, compte. oui, Ouais. mais c'est clair. Toi, pour reprendre mon cas personnel qui vient de l'haltérophilie, les mouvements d'haltérophilie de musculation, donc si on enlève tous les mouvements techniques, hein, bien sûr, d'arracher, d'épaulé jeté et tous les Oui, combinés qui permettent de s'améliorer dans ces mouvements-là, c'est le squat,
donc back squat, front squat, et le soulevé de terre. On ne fait que ça comme exercice de musculation en dehors des mouvements techniques. Et quand j'ai commencé la musculation, j'avais des cannes et un dos énorme, tu vois. Et par contre, peu de pecs et peu de bras parce que je les faisais jamais. Et c'est là-dessus qu'a été mon travail après. Et quand j'étais sur les plateaux de culturisme, en jambes et en dos, et je n'avais fait que du squat et que du soulevé de terre. Ah, c'est ça. Et tu vois, c'était mon point fort. Et donc, quand tu dis qu'une compète, ça se gagne de dos, je te rejoins parce que moi, je me suis vu gagner des physiques plus gros que moi, mais j'avais un dos magnifique. Et puis après, il y a une ligne aussi qu'il faut avoir. J'en parlais encore avec Sam là, il n'y a pas longtemps. Je dis, quand tu rentres sur scène, si déjà, parce que tu as une certaine grâce, parce que tu as un équilibre, tu as une aura, encore ça c'est un autre débat, l'histoire de l'aura, mais que tu as une belle ligne, tu vois, que tu marches bien, que tu es gracieux, etc. Quand déjà tu as attiré l'œil des juges juste quand tu es rentré, que tu t'es C'est mis ça. sur place, comment veux-tu que même si tu as à un moment donné, un petit point faible, que tu vois, ils t'ont vu déjà, ça y est, tu as déjà fait une grosse part du boulot, tu vois. Et après, c'est vrai que tu peux gagner, moi ça m'est arrivé, avec des mecs qui sont plus solides, mais bon, moins gracieux, pas avec une ligne aussi équilibrée. Et donc, le physique qui gagne n'est pas la somme du plus gros muscle séparé, additionné. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça, ouais. C'est-à-dire que si tu prends le plus gros biceps, le plus gros triceps, les plus grosses épaules, les plus grosses pecs, etc., si tu fais une addition de tout ça, ça ne fait pas le meilleur physique pour C'est autant. vrai, c'est vrai. C'est une combinaison, une alchimie qui échappe un peu des fois à la rationalité, et tu as des beaux physiques. Et tu sais pas pourquoi c'est lui que tu remarques, alors qu'à côté, tu en as qui sont tout aussi musculeux, mais il y en a un qui sort du lot. Et ça, c'est la magie du culturisme. Voilà. Et c'est justement marrant parce que j'en parlais hier soir pendant un live avec Romain. Je sais pas si tu vois qui c'est. Il a concouru déjà une fois, je crois, avec Samuel en Oui, 2020. Et, ah oui, euh, et, complètement. euh, et et effectivement, on en parlait qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à oublier que ça reste de l'art. Je Oui, veux dire, le but, c'est de ressembler à une statue, pas à une pierre, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment oui, oui, mais c'est ça, exactement. être taillé parce qu'un bloc uni qui est vraiment avec des boules qui dépassent de partout ne sera pas forcément plus beau qu'un physique. Et c'est pour ça qu'on a des physiques comme Sean Clarida, qui est plus petit, par exemple, qui est vraiment plus petit, qui arrive à battre des mecs qui font plus d'1,80 m, alors que lui fait 1,60 m passé. Et pourtant, parce qu'il a une ligne, effectivement, et il y a beaucoup à très haut niveau, oublient en fait qui perdent leur ligne en fait parce qu'ils veulent vraiment le mass monster, comme on dit, vraiment devenir Oui, il des se monstres, laisse, des voilà, monstres, des exactement. monstres. Il se laisse piéger par, C'est ça, par ce qui est. Mais c'est complexe en fait tout ça, parce que la finalité du body, c'est quand même de se développer. Et à un moment donné, il ne faut pas tomber dans le piège c'est ça, de se développer à tout prix. En fait, il faut dégager il faut dégager quelque chose, une grâce, une émotion. Voilà, il faut c'est ça. dégager une émotion. Ouais. Et cette émotion qui est beaucoup moins palpable que ton tour de bras, mais fait que tu fais la différence sur scène. Parce que plus tu montes dans le niveau des compétitions, et plus tout le monde est gros, quoi. Tu vois, autant quand tu fais petite compète amateur, ben, tu vois qu'il y en a qui sont pas assez développés, voilà, qui débutent, mais quand tu vas à un niveau international, tout le monde est énorme, tu vois. Et donc, faut bien que la différence, elle soit ailleurs. C'est ça. Non, mais justement. Mais du coup, en 96, alors, après la deuxième place, c'est ça, 96, hein, Ouais. ça a été un arrêt de la musculation et des produits total du jour au lendemain, direct. Alors, non, pas complètement total. Dans ma tête, en effet, j'ai dit, bon, bah, allez, le body, c'est bon. De toute façon, euh, bon, je l'ai commencé un peu tard, moi, quand même, le body, tu vois, comme j'avais fait quand même ma carrière haltérophilie avant. Euh,
quand j'ai même commencé la musculation en bossant dans ma première salle et puis dans la deuxième après, Iron Gym, c'était pas dans l'idée de faire de la compétition. C'était dans l'idée de prolonger le travail sportif que j'aime. Et donc, la musculation est venue. Le body, la compétition, l'idée de compétition est venue assez tard. Et donc, dans ma tête, de toute façon, c'était qu'une parenthèse courte. Donc, ça a anticipé un petit peu ma retraite. Maintenant, avec Sam qui revient et toi, je me dis, merde, si j'avais su, j'aurais fait 2 années de plus, toi, pour être encore plus gros et puis plus. Je dis, voilà, ça aurait été une petite fierté de plus, quoi. Mais bon, après, j'ai pas beaucoup de regrets quand même. Et donc, j'ai arrêté, j'ai continué de m'entraîner parce que toi, mon bar, je l'ai ouvert en 98. Donc, il s'est passé 2 ans entre la fin de ma compète et 98. Donc, je continue à m'entraîner tranquillou. Par contre, au niveau des produits, donc j'en ai très, 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 très peu pris parce que j'avais déjà un physique qui sortait quand même de l'ordinaire déjà, sans rien. Tu vois, quand j'ai fait mon premier IFBB, j'ai fait 6, le top 6 à France, j'étais clean, tu vois. Ah oui, Je pense voilà. qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont au final IFBB. Maintenant, c'est impossible. Même maintenant, c'est Voilà. clairement impossible, hein, c'est sûr. Et donc, c'est là que je me suis dit, bah ouais, peut-être il y a moyen quand même de faire quelque chose. Et donc, je me suis dit, bon, on va faire une petite préparation à côté. Donc, j'ai pris 2, 3 trucs, si tu veux. C'était quasi de l'homéopathie, tu vois, par rapport à d'autres. Mais comme j'avais un physique, ça faisait déjà 20 ans que je travaillais. Moi, j'ai commencé gamin. Ma croissance s'est faite avec en soulevant du soulevé de terre et du squat et de l'arraché d'épaule jeté, tu vois. Donc j'ai marqué à long terme mon corps parce que j'ai commencé très jeune et j'étais très rigoureux. Je suis un forcené, moi. Je suis dans tout ce que je fais, si tu veux, je fais pas les choses à moitié. Donc même à l'entraînement aujourd'hui, il y en a il y a 2 petits jeunes là, qui ont voulu s'entraîner avec moi la semaine dernière et ils ont dit ah ouais quand même, ouais, c'est pas ce qu'on fait d'habitude au niveau intensité et tout. Ils ont dit ah ouais. Et donc voilà, je suis très vaillant et ça c'est ma force. Après et ben après, les produits, évidemment, hein, ça aide, ça permet d'aller un petit peu plus loin, mais j'en prenais peu. J'avais de toute façon des périodes d'arrêt pour Ok. justement que mon Ouais. corps puisse… C'était voilà, fait intelligemment, c'était le but. exactement. C'était vraiment pour la compétition. Et après, une fois les compétitions finies, c'était stop, redescendre. Voilà, C'est c'est tout ça. à fait ça. Voilà, Ok. c'était pas pour mon ego pour être le plus fort et le plus gros de Limoges. C'était vraiment, j'ai fait la compétition Nati. J'ai vu que j'avais un potentiel. Je me suis dit, ben voilà, si je veux aller un peu plus loin, surtout à l'IFBB, tu vois, faut pas se leurrer non plus, tu vois. Je me suis dit, bon, ben on va prendre les mêmes outils que les autres et puis on va voir ce que ça donne. Et donc voilà. Et donc ce qui fait que quand j'ai arrêté, j'ai pas été frustré. Ok. Ça s'est très bien passé. Puis j'avais d'autres projets à côté. Donc j'ai fait plein de choses moi dans ma vie. J'ai donc toi les salles de sport, les bars. J'ai investi dans l'immobilier aussi. Je fais des parenthèses. Quand je fais des trucs, je les fais à fond. Ouais. Et puis je les ferme ces parenthèses sans regret pour en ouvrir une autre. Je ne euh, quand je à part, allez, tiens, si, maintenant que je le dis, je peux le dire, à part ce départ quand même un peu prématuré de la scène en body, je reconnais que là, ça a été quand même un peu considéré comme une fuite, tu vois, et parce que un peu prématuré par rapport à la décision des juges qui m'ont pas mis à ma vraie place. Mais sinon, globalement, quand je ferme une page, c'est parce que j'ai envie de passer à une autre. Donc, pas de regret, en effet. Ok. Et du coup, on va rester un peu dans la musculation. Une petite dernière question là sur ça. Il y a jamais eu d'envie de concourir du coup naturellement? Ça existait déjà des fédérations naturelles comme la Et WNBA? non, et non, et Ah non, et voilà. non. Quel regret, quel regret. Parce que apparemment, Vraiment. j'en parlais du coup hier même avec Romain. Apparemment, la WNBA, ça fait 32 ans que ça existe. Eh ouais, moi j'en avais jamais entendu parler Ouais, avant c'est que dommage. Sam Ouais.
s'inscrivent à l'Aéroscope, tu vois, en 2020. Et bon, après, il faut dire que j'avais lâché un petit peu le milieu de la muscu pendant un petit moment. Mais pour nous, il y avait la WABA et l'IFBB. Ah oui, la WABA, c'est ça. Ouais. C'était un peu les deux alternatives. Alors, WABA, c'était encore pire au niveau du dopage, parce qu'il n'y avait même pas de contrôle. À l'IFBB, il y avait quand même des semblants de contrôle. Enfin, à l'époque, je ne sais même pas si maintenant à l'IFBB, il y a des contrôles, je crois que non. Hein. Je ne suis pas sûr. Si, non. inopinait, mais il trouve rien, comme par hasard, quoi. Et ouais, parce que moi, en plus, je crois à l'époque où je l'ai fait, tu sais, je t'ai parlé un petit peu du mariage et du divorce récurrent de la musculation et l'haltérophilie. C'est ça. Et donc, à un moment donné, quand il y a eu entre la Fédération française d'haltérophilie et de culturisme, il y a eu ce rapprochement, le culturiste devait montrer aussi un peu patte blanche, toi, pour être accepté dans les petits dans les sphères de la jeunesse et sport fédérale, et donc il fallait accepter les contrôles antidopage. Voilà. Et donc il y avait des contrôles, mais tout le monde sait qu'on peut y échapper. Voilà, mais ça permet aussi de limiter un petit peu les prises, etc. Donc il y avait l'IFBB, qui est en France, était plutôt raisonnable quand même au niveau de la décharge. Et puis après, il y avait la WABA. Là, c'était déjà un concours de bestiaux, tu vois. Donc, ça ne me correspondait pas trop par rapport à l'éthique. Mais c'est vrai qu'il y aurait eu une WNBF. Je pense que ça m'aurait plu. Ouais, c'est clair. Parce qu'après, donc les physiques en IFBB Pro, en IFBB, pardon, à cette époque, c'était quoi? C'était un petit peu les classiques physiques de maintenant? Steve Bumstead, tout ça. Ok. Et WABA, c'était déjà plus gros alors. Exactement. Okay. Ouais. Plus gros. Et puis, il y avait des beaux physiques, mais on était quand même plus dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'addition de gros muscles, tu vois. Voilà. Et à l'IFBB, il fallait sortir un physique quand même. Et gagner pas forcément le plus gros. Et moi, je te dis, j'ai remporté des championnats avec des gars à côté, mais c'était quand tu les voyais, moi je me regardais, je dis oh, ça va être compliqué, tu vois. Et en fait, je remportais parce que j'avais une belle ligne. Après, bon, faut pas faire de fausse modestie, hein. J'avais une belle ligne et je pense que une certaine élégance aussi sur scène, je posais bien, je m'appliquais à me montrer au mieux que je pouvais être, tu vois. Et donc en effet, la WNBF m'aurait beaucoup plu parce que j'aime me triturer un petit peu les méninges à faire du mieux qu'on puisse avec les outils qu'on a. Donc, la nature nous a donné un physique, des possibilités, et en fait, ces possibilités, elles sont assez peu limitées malgré tout. C'est nous qui pas infini, mais quasi infini si on se donne vraiment les moyens d'aller très très loin et très très fort. Ouais. C'est tout à fait ça. Et donc, c'est souvent ce que je dis à Sam, nos limites, c'est nous qui nous les mettons. Et donc, ne tombons pas dans ce piège et ne nous mettons pas de limites. Mais ça veut dire aussi que pour aller chercher tout ce qui est caché, tous les trésors qu'on a au fond de nous, il faut aller gratter, quoi. Voilà. Mais c'est vachement intéressant. Et justement, je crois aussi que c'est là que vient on va dire mes compétences de coach, si tu veux, c'est que ça m'a toujours passionné, si tu veux, ce côté-là. Donc, sans parler du côté mental, parce que ça vient très vite avec, hein, forcément. Si tu veux aller chercher ce qu'il y a au fond de toi, il faut que le mental, il aille avec. Donc, quand on dit qu'il ne faut pas se donner de limites, c'est le cerveau qui ne doit pas se donner de limites. Et donc, voilà, ce côté, oui, aller chercher au maximum faire sortir les trésors qu'on a en nous, je trouve que ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Ouais, c'est ça. Comment dire, ça fait, qu'est-ce que ça fait du coup de coacher donc son fils, voir un petit peu sa relève, entre guillemets? C'est un peu une fierté ou c'est coacher de la même façon que si c'était entre guillemets un inconnu, ou est-ce que c'est possible déjà ou Alors,
Il va y avoir deux réponses à ta question. Ah, La première, c'est que à coacher, c'est pareil. oui, ok. Si tu veux, pour moi, quand je vois Sam à l'entraînement, on travaille sur sa diète, que sur son entraînement, etc., ou que lui vienne vers moi, parce qu'on la, la, on parle beaucoup, évidemment, tu vois. Et Sam, par rapport à son entraînement, il n'a pas de fausse pudeur ni de fausse fierté. C'est-à-dire que dès qu'il a des questions, hop, il vient tout de suite m'en parler. Et c'est ce qui a fait qu'il a progressé très vite, c'est qu'il a quasi jamais stagné. Et le gros problème de la plupart des athlètes, pourquoi ils stagnent? Parce qu'ils ne veulent pas en référer à quelqu'un qui forcément jugerait meilleur qu'eux. Et donc, par orgueil, ils essayent de trouver la solution Mm. eux-mêmes et ils perdent des mois, des mois et des mois. Et Sam, il n'a d'extraordinaire que le fait qu'il a accumulé ces périodes de progression, il les a mises bout à bout, sans phase de stagnation entre. Tu vois ce C'est que ça. je veux dire? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Et donc, en 4 ans, il a quasi 4 ans de progression, alors que d'autres, pour avoir 4 ans de progression comme Sam, qui peuvent avoir le même potentiel que Sam, ils vont mettre 8 ans parce qu'ils vont perdre 6 mois à un moment donné à stagner parce qu'ils ne trouvent pas, etc. Donc, du coup, j'en reviens à la question de départ. Sam, je vais coacher Sam comme je vais coacher un autre. Quelqu'un me demande, hop, je vais m'investir, je vais regarder le physique, je vais essayer de regarder ce qu'il fait, pourquoi ça coince et qu'est-ce qu'il va falloir mettre en route pour que ça déclenche. Parce que pour moi, la qualité d'un coach, elle est là. Il faut faire le bon diagnostic. Donc, pourquoi à un moment donné, ça ne progresse plus et quoi mettre en place pour renclencher une nouvelle progression. Voilà. Parce que de toute façon, tous les athlètes qui s'entraînent progressent d'une façon ou d'une autre. C'est obligé. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un coach pour, à un moment donné, se développer. Quiconque va à la salle, mange, pousse, tire, s'entraîne dur, va progresser. Après, c'est vraiment Mais, les détails et les réglages qui sont intéressants avec un coach. Il ne faut exactement. pas se Ouais. prendre la tête, se dire je fonce, je fais ce qu'il me dit. C'est le seul, on va dire, Voilà, mettre son avantage. C'est vraiment énergie ça. là où il faut. C'est Et ça. puis surtout, là, la difficulté, c'est que tous ont subi dans une carrière des périodes où on stagne. Voilà, c'est le physique, c'est comme ça, c'est Mm. obligé. Le corps s'adapte à ce qu'on lui demande et c'est cette adaptation qui est un outil, mais qui est aussi un frein. Donc, qu'il faut. Et il faut un œil extérieur pour te regarder et trouver pourquoi et trouver la recette pour C'est ça. progresser. Donc, il faut un œil, pour le coach, il faut un œil, voir pourquoi, et puis il faut des connaissances derrière. Moi, je dis qu'il faut une longue expérience, que c'est tellement complexe. Si c'était aussi facile que de dire, ah, tu ne progresses plus là, ben attends, tu n'as qu'à rajouter 100 grammes de sucre lent, ça va repartir. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça marche jusqu'à un certain niveau, mais à un moment donné, ça bloque. Voilà. Donc, petite parenthèse au niveau du coaching. Donc, Sam, je l'entraîne comme un autre. Par contre, après, il est bien clair que ces résultats, ça m'apporte une fierté voilà, qui n'est pas comparable avec un autre athlète. Moi, je suis content de tout le monde. En plus, il y a un rapport d'âge qui fait que les jeunes à la salle, il y a un côté paternel, tu vois. C'est ça. Même quand c'est pas mes gamins à moi, toi, je les touche, je les aime, toi. Mais Sam, évidemment, c'est autre chose. Sam a plus que des qualités physiques. Sam, c'est un garçon qui a des grandes qualités morales, tu vois. C'est vraiment un garçon bien sous tout rapport. Et donc, forcément, c'est une satisfaction de lui donner ce qu'il mérite parce qu'il a toutes ces qualités-là, Mhm. et lui, il te les rend en décuplé, tu vois, par les résultats, parce qu'il s'investit, parce que, voilà, en règle générale, on a tous ce qu'on mérite, forcément, hein. Donc,
eh ben, quand tu vois le physique qu'il a en si peu de temps, tu te dis que c'est qu'il méritait, quoi. C'est ça. Et puis, Voilà. il y travaille pour. Au niveau du, disons, la deuxième partie du podcast, tous ces business qui ont été ouverts entre les salles de sport, les bars et tout, il y a jamais eu de, comment dire, cette crainte de ne pas y arriver, d'avoir des dettes, parce que c'est souvent ce qui peut freiner les gens, surtout dans la situation actuelle. C'est vraiment, où c'est Ouais. vraiment cette mentalité de se dire, euh, j'ai réussi à aller très loin dans le sport, je vais faire la même chose dans les business, entre guillemets. Ouais. Après, eh ben, c'est la question entre la peur donc de ne pas d'échouer, la peur de ne pas réussir et de perdre quand tu t'engages dans un truc. Mais il y a aussi le fait que tu ne réussiras que si tu tentes et que donc si tu as vraiment envie, eh ben, il faut y aller, quoi. Ouais. Et cette peur d'échouer ne doit être qu'une force et non pas, et non pas un frein. Donc, si tu as peur d'échouer, eh ben, mets-y toute l'énergie possible pour réussir. Évidemment, il y a des obstacles, rien n'est facile. Et en parlant de sport, forcément, tous les sportifs, la musculation bien sûr y compris, on sait ce que c'est que de se battre pour arriver à un objectif. Et ben dans les affaires, c'est exactement la même chose. Donc, évidemment, si tu as peur, si cette peur d'échouer te paralyse, ben, tu restes sur la ligne de départ. Tu ne vas pas te confronter aux autres, tu ne montes pas sur scène. Il y en a des bodys comme ça qui ont un beau physique. Toi, tu leur dis, mais tu devrais monter sur scène. Oui, j'y pense, machin. Et ils iront jamais parce qu'ils ne veulent pas se confronter aux autres. Ils voudraient gagner tout de suite sans bataille. Et en fait, c'est la bataille qui est intéressante. Après, si en plus tu gagnes, ben c'est la cerise sur le gâteau, bien évidemment. Mais non, il faut se battre. Et évidemment qu'on a peur. Rien n'est facile et il y a des choses qui étaient plus faciles avant qu'aujourd'hui, mais il y en a qui étaient plus difficiles aussi. Tu vois, les temps changent, mais les temps changent, mais les batailles restent les mêmes. Tu vois, évidemment, les soldats sont pas les mêmes, les obstacles sont peut-être pas les mêmes, mais ça reste de la bataille, tu vois. Et c'est pareil, donc sur le plan des affaires que sur le plan sportif. Tu as envie, tu as un objectif, et ben tu t'y jettes, quoi. Voilà. Après, il faut s'y jeter intelligemment, parce que comme justement, il faut définir des objectifs aussi qui soient réalisables, hein, bien sûr. Mais, euh, mais non, je n'ai pas trouvé ça plus difficile et que le sport et même, je dirais, tout aussi passionnant. Tu vois, c'est même bataille. Pour moi, c'est pareil. Ça, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment la mentalité zéro regret. J'y vais. Ouais, Au pire, j'échoue, mais au moins, je l'aurais fait. Et ça, c'est quelque ouais. chose qui est pas évident et qui, je trouve, en France, manque beaucoup. On voit plus facilement l'échec que la réussite. On se dit, oui, mais là, si j'échoue, mais oui, mais si tu Mm. réussis. Alors, certes, il y a le côté financier derrière, mais après, il y a toute la reconnaissance qui va avec, effectivement. Et du coup, alors, c'était une ouverture de deux bars et la salle de sport en même temps. Donc, tu avais une salle de sport et deux bars, c'est ça ou... Alors, à un moment donné, non, ça s'est fait progressivement. Donc, en fait, j'ai ouvert mon premier bar en 1998 et ma salle de sport, donc Iron Gym, je l'ai vendue en 2000. Donc, Mhm. toi, il y a eu 2 années où j'ai cumulé un petit peu les deux. Donc, je travaillais la journée à la salle de sport, la nuit dans mon bar. Après, j'ai vendu donc Iron Gym en 2000. Donc, le fond, j'avais gardé les murs. Donc, ça me faisait toi, un investissement en fait foncier déjà. Ça. Euh, et très vite au niveau du bar, donc j'aime faire plein de choses à la fois. Donc quand j'avais vendu la salle de sport, ben ça faisait pas assez que de travailler en fait dans le bar la nuit, il me fallait autre chose. Et donc j'ai acheté mon premier immeuble en 2001. Et donc la journée, je retapais mon immeuble. Et la nuit, je bossais dans mon bar. Et le lendemain, baf, je repartais bosser dans mon immeuble. Donc je ne te cache pas que j'ai eu des années quand même où il fallait de l'énergie et
et donc là, forcément, j'avais mis un petit peu en retrait mon entraînement sportif. Hein. J'avais plus le temps, plus l'énergie, et puis plus envie, parce que mon envie, elle était focalisée ailleurs. Et puisque l'envie est le moteur de tout, hein, forcément. Et donc pendant plusieurs années, j'ai cumulé donc les investissements immobiliers. Donc l'idée pour faire de l'argent, c'est d'acheter des immeubles à rénover. Donc tu rénoves et puis ça prend de la valeur déjà mécaniquement. C'est-à-dire que, comme je dis beaucoup, on gagne de l'argent le jour où on achète, pas le jour où on revend. C'est-à-dire que si tu achètes fort en disant que bon, ça va mécaniquement, ça va forcément prendre de la valeur parce que si, parce que là. En plus, on est à Limoges, hein, on n'est pas dans des grandes villes, Paris, Bordeaux. Donc, la spéculation, il faut la faire sur ton travail. C'est pas de la spéculation automatique, tu vois. Donc, il faut bosser dur, il faut se relever le manche. Et donc, un immeuble, deux immeubles, trois immeubles, plus le bar. Après, j'ai vendu le bar, j'ai continué un peu l'immobilier. Après, je suis revenu un peu. Et tout ça, c'était sans formation? C'était par toi-même? Ah oui, Tu t'es quand même renseigné ou tu as compris la combine comme ça tout de suite? Ouais. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont. Par exemple, moi, tu vois, sur l'investissement immobilier, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'ai écouté beaucoup de podcasts. Il y a eu un moment où, petit, je me disais, oui, bah, c'est bien, je vais acheter, disons, un appartement. Il va se rembourser avec le crédit des gens qui sont dedans, le loyer. Et dans 40 ans, il est payé. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est possible qu'il soit payé directement tout de suite, limite à l'achat. Parce que s'il est acheté pas trop cher, en étant rénové, s'il est revendu, effectivement, ce que tu sais, s'il est revendu dans le mois qui suit, ben, il y a déjà une plus-value qui est faite là-dessus. Et ça, ça change complètement la donne et c'est complètement différent. Mais après, derrière, il faut le mental pour y aller, il faut aussi le mental pour aller démarcher les banques, parce que maintenant, ça devient de plus en plus dur. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il faut faire 10 banques avant d'avoir l'acceptation, mais c'est quelque chose de super intéressant. Et effectivement, même le côté faire quelque chose en fait, de ses mains. Alors après, soit tu rénoves toi-même, soit tu fais appel à une agence de rénovation, peu importe, mais c'est vraiment se dire que je vais faire plaisir aussi à des gens, parce que les gens qui sont dedans, ils vont voir c'est beau. Ça aussi, je trouve que c'est vraiment c'est un super investissement. Et par contre, derrière, il faut oser y aller, il faut oser le faire, il faut oser perdre du temps à rénover, à démarcher, à suivre. Mais à un moment donné, il faut comprendre que quand tu démarres, que tu as que ton énergie et ta bonne volonté et que tu vas à faire appel aux banques pour le financement, que tu n'as rien à perdre. Tu ne travailles pas avec ton argent à toi, tu travailles avec l'argent de la banque. Donc, au pire, si tu te plantes, la banque va reprendre ce qui t'a prêté, ce qui est tout à fait logique. Hein. Si moi je te prête quelque chose et puis que à un moment donné tu vas me le rendre et inversement aussi. Donc c'est tout à fait normal de rendre à celui qui nous a prêté. Dans le cas de l'échec, tu ne perds que ton énergie. C'est-à-dire que tu as voulu retaper un truc, tu t'y investis, tu y as bossé, donc ça c'est vrai que ça a de la valeur. Donc peut-être pendant 1 an, 2 ans, tu te plantes, puis finalement tu ne peux plus rembourser le crédit parce que tu n'arrives pas à trouver de locataire ou parce que tu as eu une tuile, enfin pour X raisons. Et donc la banque va dire, bah, écoute, tu ne peux pas me rembourser, donc ben, je te prends ce que tu avais acheté avec mon argent. Et ben, toi tu dis, ben oui, d'accord. Tu n'as pas le choix, et puis c'est la règle du jeu. Mais au final, tu as perdu quoi? Du temps, ouais, au final, c'est juste du temps. Exactement, voilà. Du temps et de l'énergie, ouais, c'est exactement ça. Et donc, quand tu mets sur le plateau d'un côté ce que tu risques de perdre et d'un côté ce que tu risques de gagner, et ben avec ce raisonnement-là, tu as vite compris que finalement, tu as tout à gagner, tu n'as pas grand-chose à perdre. C'est ça. Et une fois que tu as compris ça, et ben, hop, tu t'y lances. Voilà. Au final, c'est comme les compétitions. Si tu perds, bon, bah, tu auras perdu le temps et l'énergie que tu as consacré. Mais si tu gagnes, tu auras comment dire, une fierté de ce temps pas gâché, parce qu'au final, c'est quand même un temps consacré. Voilà, ce temps consacré. Donc voilà, en fait, au final, il y a quand même toujours plus à gagner qu'à perdre, parce que perdre, c'est sûr que ça va mettre un coup, mais gagner, ça va amplifier fois 1000 tout ce qui a déjà été fait.
Oui, Et puis après, même quand on gagne perdre. une fois, on a envie de gagner 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et en fait, Exactement, l'immobilier, ouais, c'est ouais, ouais, pareil. ouais. C'est exactement la Ouais, même parce que chose. perdre ou gagner, dans la mesure où tu as fait un chemin, tu en as accumulé une expérience. Mhm. Ça, oui. Parce que tout le travail, tout le temps que consacré vers la quête de la victoire, et ben même si tu passes à côté de la victoire, tu as fait tout un cheminement qui te sera productif. Et la prochaine fois, et ben, tu sais que tu as fait des erreurs, tu sais qu'il y a des choses, et ben tu repars, si tu en as encore le courage et l'énergie et la force mentale, parce que tout est dans la tête. Et à partir de là, et ben, la fois d'après, ben, ça gagnera. Ça ne peut pas gagner à C'est tous ça. les coups. Mais faut y aller. Faut y aller. Voilà. Il n'y Au a pas de final, ouais, victoire ouais, sans tentative. c'est ça. Au final, ça rejoint ce qu'on avait dit. C'est vraiment mentalité. Mentalité c'est jamais vraiment un échec au final. Mentalité zéro, Non. j'ai plus le mot, mais ouais, c'est jamais un échec. Au final, c'est toujours on va dire des leçons et ça permet d'apprendre et d'aller plus loin et plus vite aussi la prochaine fois. C'est ça Bien aussi. sûr. Le chemin le chemin de la victoire, quand tu le regardes en détail, souvent c'est la somme de plusieurs échecs. Donc il faut accepter l'échec pour aller chercher la victoire. C'est exactement ça. Et du coup, Samuel, il avait dit, et du coup, donc, tu as racheté la salle il n'y a pas tellement longtemps, Iron Gym. Enfin, Oui, il y a 4 ans à peu près, presque jour pour jour. Euh, Là, on est dans les anniversaires là, en ce moment avec Sam. Là, on va faire une petite soirée. Donc, parce que c'est les 30 ans d'Iron Gym. Donc, je l'ai créé en 92. Et donc, je l'avais vendu en 2000. Et là, il y a 4 ans, donc parce que on disait tout à l'heure, le marché a évolué, il y a beaucoup de concurrence, et donc la personne qui avait la salle avant moi, si tu veux, elle n'a pas vu tout ça venir, et donc elle a commencé à perdre de la clientèle. La salle, c'est un petit peu, ben, elle a vieilli, tu vois, c'est un peu dégradé, elle n'a pas réagi tout de suite, et à un moment donné, ben quand tu as trop perdu de clients, ben, tu n'as plus de sous pour réinvestir en matériel, machin. Et donc, un manque de réactivité fait qu'à un moment donné, ça t'entraîne vers la défaite. Et donc, voilà, la salle allait faire faillite. Et donc, elle s'est tournée vers moi. Et puis, elle me dit, voilà, tu veux pas reprendre les tours? J'étais pas très chaud, moi, parce que pour moi, c'était plié, c'était terminé, c'était du passé. Et, euh, et puis, bon, comme je suis propriétaire des murs, je me suis dit, mais si ça ferme, je me trouve avec un grand local qui va plus rien me rapporter, quoi. Après, il y a toujours des, des, des choses à faire, mais bon, dans l'immédiat, ça m'était plus simple. Voilà. Donc, j'ai repris la salle. Euh, je l'ai remonté. Là-dessus, il y a eu 2 ans de Covid. Alors, je ne te cache pas qu'entre prendre une salle en faillite et te prendre 2 années de Covid dans la foulée, c'est pas les meilleures conditions pour remonter un établissement. Et avec Sam, on a pas mal travaillé. Et puis là, bon, je pense qu'on est sorti d'affaire, tu vois, ça reprend son élan. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai repris Iron Gym il y a 4 ans, Sam n'était pas dans la non, musculation encore. c'est ce qu'il m'a Enfin, dit. Ouais. il faisait du parcours. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est lui qui va reprendre la salle. Enfin, c'est marrant quand même les choses. Hein. Comme des fois, il y a des choses, c'est toi qui les provoques. Tu dis, je vais faire ça parce que je veux ça. Et il y a des fois, tu fais des choses par instinct, par hasard, par je ne sais quelle raison. Et les choses viennent s'imbriquer les unes dans les autres pour fabriquer quelque chose au final, comme si ça avait été pensé avant. C'est rigolo, hein. C'est dingue. Euh, Il y a des... ça, c'est le travail de la bonne étoile. Tu as quelqu'un, toi, qui t'aide des fois. Et tu prends des décisions, tu fais ça ou ça. Tu sais pas trop pourquoi. Bon, une légère inspiration, on va dire. Et au final, il y a un but beaucoup plus noble derrière. C'est rigolo. C'est ça. Bah, du coup, ouais, c'est ce qu'il m'avait parlé, qu'il allait être, être propriétaire de la salle. Enfin, il allait s'occuper de la salle. Parce que donc, bon, on en vient quasiment sur la fin au final. Donc là, on a eu un bon cheminement. On a eu comment c'était avant, comment c'est maintenant. Et du coup, la suite, alors, quelle va être la suite du programme, les prochains investissements ou alors la Alors, prochaine les retraite? investissements,
Bon, j'ai encore des projets un petit peu, évidemment, sous le coude, j'en parle pas trop. Et puis, j'essaye moi-même euh, de freiner mon enthousiasme, si tu veux. Là, je suis arrivé à une partie de ma vie où j'ai envie de profiter un petit peu plus, tu vois. Et donc, j'essaye de sortir du piège d'en vouloir toujours plus. Euh, surtout, là aussi, je ne veux pas paraître vaniteux, mais j'ai un beau parcours de vie. Tu vois, moi, je suis né dans la Creuse, d'une famille plus que modeste. J'ai démarré ma vie avec absolument aucun argent en poche. Et aujourd'hui, je vis bien, tu vois. J'ai du patrimoine immobilier. Je peux transmettre du savoir du matériel à mes enfants pour qu'ils puissent avancer dans leur vie, qu'ils puissent construire leur propre vie, pas forcément qu'ils aillent sur qu'ils C'est suivent ça. mes pas. Parce que moi, je considère que même si Sam démarre un petit peu avec la salle de sport que je vais lui transmettre, il va faire son chemin. Déjà, il a apporté, malgré son jeune âge, on voit bien que l'enthousiasme qu'il y a autour de lui fait qu'il est déjà en train d'amener une pierre à l'édifice de la musculation nati, tu vois, justement la WNBF et ce qui va autour. Je trouve déjà il amène une valeur ajoutée. Voilà. Ce des fois je suis trop bavard, je me perds un peu dans mon cheminement. Pas de souci. Donc voilà, donc aujourd'hui je fais attention de pas tomber dans le piège de toujours en vouloir plus. Donc j'ai 58 ans maintenant, j'ai un beau parcours de vie et j'ai encore des rêves qui ne sont pas vécus. Et un de mes plus grands rêves, c'est le voyage et le voilier. Voilà, je suis amoureux de bateaux. Et donc là, dans 3 semaines, je pars rejoindre mon bateau qui m'attend dans les eaux grecques et je pars pour plusieurs mois d'affilée. Et ma prochaine vie va se partager entre la vie sur l'eau et puis, bien sûr, un peu le retour ici, voir un peu, aider encore un peu Sam dans son parcours, son frère aussi, Mathis, qui a un autre parcours à côté. Et donc voilà, moi maintenant c'est le voyage, le bateau, la vie sur l'eau, voilà, ouais, je trouve que c'est passionnant encore. Clairement, la grande classe. Pourquoi pas dans quelques mois refaire un podcast ou quelque chose pour parler un peu de comment c'est, du coup, pour motiver encore plus les gens. Mais ouais, c'est vraiment Ah ouais, bien sûr, c'est bien un sûr. parcours de vie où vraiment ça a toujours été, le but, ça a toujours été que tu sois toi, ton propre patron au final. C'est Ouais. vraiment Voilà, ça. que ma propre vie, moi j'ai des rêves et je veux pas être tributaire des autres dans la réalisation de ces rêves. Donc j'ai ce mental aussi de me dire que c'est souvent ce que je partage aussi avec les autres parce que beaucoup de gens m'ont dit peut-être tu as une énergie folle et grâce à toi, en discutant avec toi, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça. C'est une grande fierté pour moi, toi, de me dire que certes, moi j'ai fait ma vie et puis j'en suis fier, mais que tu peux aussi aider les autres à prendre conscience qu'ils ont du potentiel et qu'ils peuvent faire des choses et qui viennent te le dire, toi, des fois, des années après, te dire, bah, tu sais, tiens, ça, ben, je l'aurais pas fait si on n'en avait pas parlé et puis si tu m'avais pas donné confiance en moi, etc. Et ça, voilà. Et donc, moi, j'ai évidemment beaucoup d'énergie, j'ai des rêves et je ne veux pas être tributaire des autres. Voilà, donc dans la vie, j'ai fait des rencontres qui m'ont aidé, mais globalement, j'ai fait en sorte de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Voilà, C'est je n'ai ça. pas attendu qu'on me le donne, j'ai travaillé pour l'obtenir. Et ça, c'est vrai que c'est vachement satisfaisant. Et maintenant que je suis à un âge où j'en ai devant moi et j'en ai derrière que toi. Et quelle que soit la direction dans laquelle je regarde, je suis plutôt content. De tout ce qui a été fait, clairement, hein, Ouais. ouais, Mm. c'est un beau parcours et c'est une belle vie. Et ça change un Ah, peu merci, oui, c'est vrai. Mm. de ce que j'ai pu avoir, des gens qui sont un peu, comme dit, un peu plus jeunes, mais même, c'est bien de voir que
avoir des rêves et vouloir aller les réaliser, c'est beau au final. Parce que Ah ouais, merci. ça fait une vie qui est intéressante et qui est Épanoui. passionnante. Ouais, ouais, complètement, complètement. Et c'est de la volonté, de la volonté, de la volonté, de la volonté. Et c'est rigolo, il y a Sam, il n'y a pas longtemps, il discutait avec, donc j'étais à côté, j'entendais un petit peu sa discussion, toi, et il discutait avec une athlète qui s'entraîne à la salle, puis qui disait, oh, je suis fatigué en ce moment, je suis ci, je suis ça. Et Sam, donc, l'entendait, puis à un moment donné, il dit, tu sais, depuis que je suis tout petit, il dit, mon père me disait un truc. À chaque fois que j'étais un petit peu fatigué aussi, il me dit, tu sais, l'énergie, c'est comme des sacs. Donc, tu as un premier gros sac qui est rempli d'énergie. Donc, évidemment, celui-ci va te donner beaucoup d'énergie et il va être disponible immédiatement. Donc, tu fais ce que tu as à faire. Et à un moment donné, évidemment, ce sac, il se vide. Mais derrière, il y en a un qui est plus petit, certes, mais qui est aussi bourré d'énergie. Et il faut aller le chercher un petit peu plus loin. Mais tu peux aller le chercher. Donc, tu vas le chercher, et là, de nouveau, tu reprends ton activité et tu t'actives, etc. Et à un moment donné, ce deuxième sac, il est vide. Mais tu en as un autre derrière, certes, qui est un petit peu plus difficile à aller chercher et qui est un peu plus petit, mais dedans, il y a plein d'énergie. Et ceci infiniment. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus petit, mais plus petit que plus petit, c'est pas zéro. C'est toujours un petit peu quelque C'est chose. ça. Voilà. Et comme ça, donc avec le mental, voilà. Et ça m'a fait rigoler parce que moi, je dis ça à Sam depuis qu'il est né et à son frère aussi. Et là, il a ressorti, mais ça, je te dis ça, moi, il y a quelques semaines seulement, tu vois. Et moi, je l'entendais, je n'étais pas dans la discussion, j'entendais Sam dire ça. Ça, tu vois, ça aussi, ça fait partie des choses où la vie est belle, quoi. La transmission, ouais. Oui, justement, la Ouais. transmission de savoir et de pensée et tout. C'est une belle expression, en tout cas. Qui est, euh, du coup, on peut passer aux questions de fin, si tu veux. Je pense Hum. on a on a parlé de pas mal de choses. C'était vraiment super intéressant, Ok, même au merci. niveau des business et tout. Les questions de fin que je pose habituellement, c'est si tu avais, toi, trois, alors, du coup, comptes, je ne sais pas si tu es beaucoup sur Instagram ou pas, mais par exemple, que ce soit des livres de personnes ou en fait on peut dire des personnes à recommander qui, toi, t'inspirent, alors que ce soit dans le business, que ce soit dans la musculation, dans les voiliers, je ne sais pas, des gens peut-être que je ne connais pas, que tu aimerais que les gens découvrent, peut-être qu'ils connaissent, hein, mais qui, toi, te motivent ou Hum. te passionnent, te donnent vraiment envie d'avancer, tout simplement. D'accord. Bon, le premier qui me vient à l'idée et que va faire plaisir à tout le monde et que tout le monde connaît, évidemment, c'est le parcours d'Arnold Schwarzenegger. Voilà, que je vais refaire brièvement, hein, qui est sorti de pareil aussi, de sa petite campagne et tout, passionné, qui va conquérir les États-Unis, puis le cinéma, et puis le gouverneur de Californie. Enfin voilà, c'est un parcours extraordinaire. Et la seule chose qu'on peut là aussi, c'est cette envie de manger le monde, d'être au sommet, tu vois, cette force, cette énergie qu'il a. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple pour tout le monde. Pour nous, évidemment, qui sommes dans le milieu de la musculation, mais pour tout le monde, c'est vraiment le modèle de personnes qui, qui ne peut être qu'exemplaire, quoi, qui est à suivre et qui illustre, je pense, parfaitement la discussion qu'on vient d'avoir C'est ça. depuis plus d'une heure. Voilà, ça, c'est le sommet. Après, dans un registre un petit peu différent, un autre personnage, et là, on va aller dans le milieu de la mer et de la voile, c'est Moin Tessier, qui est une personne qui comment dire, qui est aussi une référence, toi, pour le milieu de la voile. C'est quelqu'un qui, pour illustrer à un moment donné, était en train de... Ah, Euh, c'est bon, ça je revient. crois que ça a coupé, C'est bon. ouais, parce que je suis un peu en panne de batterie, ça va aller. Il était en train de gagner une course autour du monde, et à un moment donné,
eh ben, il a refusé de s'arrêter pour gagner et il a décidé de vivre le reste de sa vie sur l'eau. J'ai entendu cette histoire, ouais. Tu vois. C'est une belle histoire, je l'ai entendue, Et, effectivement. et voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, là aussi, on y a légèrement fait allusion dans notre discussion, c'est que on a le droit d'avoir des rêves, bien évidemment. Il faut vivre pour ça, il faut travailler pour ça. Mais à un moment donné, est-ce qu'au fond de soi, on ne se leurre pas? Toi, par rapport à la richesse, par exemple, en effet, gagner de l'argent pour faire plein de choses, c'est chouette, mais peut-être qu'il y a d'autres valeurs aussi derrière. C'est-à-dire que l'argent ne doit pas être le seul but. C'est Il ça, faut que ça soit un moyen de faire quelque chose, de réaliser ta propre vie. Tu exactement. vois, Ouais, si tu as d'autres choses qui te passionnent derrière et ben, la quête de l'argent ne doit pas te faire passer à côté de ce que tu as envie de faire. Voilà. c'est ça. Et là, ben, la victoire, le fait de monter sur le podium, et ben, il a été moins fort que l'envie d'être sur l'eau, d'être libre, d'être sur un, voilà, regarder les oiseaux, le coucher, le lever du soleil, et puis d'être en harmonie avec la nature. Ça, c'est une très belle leçon de vie aussi, dont on peut s'inspirer. Et après, troisième personne, je sais pas, j'ai peut-être un peu bloqué là tout de suite. Euh, euh, je sais pas. Alors, je vais revenir au milieu de la musculation un petit peu et puis je vais m'adresser aux très jeunes générations qui démarrent la musculation et, euh, et inspirez-vous de Samuel parce que il a des rêves, c'est un passionné et il a une énergie folle et je pense que comme moi j'ai pu inspirer des gens, je pense que c'est quelqu'un qui peut inspirer aussi. Je pense que Samuel, il a comment dire, tu sais, des fois des gens qui ont, comment on appelle ça, ils ont pour vocation, en fait, ils ont une mission sur Terre, tu vois. Et Sam, je crois qu'il a pour mission de, d'entraîner des gens dans son sillage. Mhm. Sincèrement, je dis ça. Lui, il a un destin, il va progresser. Je pense que ça va être un beau champion, j'espère. Mais je pense que sa mission, elle va au-delà de ça. Je Je pense vois, que ouais. c'est quelqu'un qui va au-delà de ça. Voilà. Donc, à chacun d'aller le découvrir. Bah, c'est une très. On n'avait jamais cité de. Du coup, ouais, c'est. Comment dire, de personnes aussi proches. Il n'y a jamais vraiment de gens qui ont cité de personnes aussi proches de eux. Donc, c'est. De toute façon, je mettrai le lien de Samuel en description pour ceux qui ne le connaissent Ouais. pas. Mmh. Et Mmh. sinon, comme j'avais dit, j'ai fait un podcast avec lui. Je crois que c'était, comme dit, le troisième ou le quatrième, je ne Ouais, sais plus. je crois que c'était le 3, en effet. Le Ouais, il me troisième, hein, semble. c'est Ouais. ça. Mmh. Mmh. Si tu avais maintenant un conseil musculation pour les gens. Alors, un conseil musculation, c'est pour ceux qui s'en sont éloignés, revenir aux bases. Et pour ceux qui commencent, rester sur les bases le plus longtemps possible. Et les bases, c'est simple, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire tout le temps. Et toi qui t'entraînes fort, puis qui a un bon physique aussi, tu le sais, Merci. hein, on l'a échangé, c'est s'entraîner dur, pas faire compliqué. Et être soi-même, voilà. Et, et surtout, oui, la simplicité, je vois avec beaucoup de jeunes coachs qui se lancent sur les réseaux et tout. Euh, alors évidemment, c'est flatteur parce qu'il y a des graphiques, il y a des couleurs, etc. Voilà, ça correspond au monde d'aujourd'hui. Mais la réussite, elle est dans les bases, dans les choses simples. Voilà. Donc, essayez de vous faire influencer aussi par quelqu'un qui est déjà passé avant vous par ce chemin-là, parce que qui mieux peut être un guide que quelqu'un qui connaît déjà le chemin, tu vois. Si la personne avec à qui tu fais confiance, qui a certainement beaucoup de valeur, tu vois, mais si elle est en train de défricher pardon, le chemin juste avant toi,
bon, elle peut t'aider, mais faut faire faut faire confiance à des gens qui ont de l'expérience. Ça, je trouve que c'est un bon conseil. C'est ça. Je suis d'accord je suis complètement d'accord. Un conseil maintenant business pour les gens, plus business. Alors, plus business, faut oser. Il faut oser, mais il ne faut pas se jeter à l'eau sans savoir nager et sans bouée. Donc, il faut prendre des risques, mais il faut des risques calculés. Donc, il faut se renseigner aujourd'hui, maintenant sur Internet, si on n'a pas de relations proches de soi qui peuvent, là aussi, comme le coaching, quelqu'un qui est déjà passé par là, qui peut t'aider. Maintenant, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'allais fouiner un petit peu sur les magazines, des trucs comme ça. Je regardais comment il faut faire les différents statuts fiscaux. Parce que là aussi, investir dans l'immobilier, c'est bien, mais il faut savoir quel régime fiscal choisir, faire du business aussi, monter des affaires, voilà. Faut faire des choses qu'on aime aussi. Parce que si on ne fait des choses que « je vais faire ça parce que ça gagne de l'argent », on s'y perd au bout d'un moment. Ouais, je crois aussi. Ouais. Je crois qu'il faut aimer ce que l'on fait, et dans le business comme dans tout le reste. Complètement d'accord. On a eu un super podcast très intéressant. Je l'ai déjà dit, mais je le redis encore une fois. On a parlé pendant un bon moment. Finalement, c'est passé assez vite. Et toi qui avais… Oui, c'est passé assez vite. J'appréhendais un peu, je te cache pas. C'est ça. Mais finalement, ouais, super. Mais parce que tu sais bien orienter aussi l'entretien. Merci. Tu sais écouter, ce qui n'est pas donné à tout le monde, surtout sur le milieu d'Instagram. Beaucoup veulent se mettre en valeur eux-mêmes. Et toi, tu as la qualité d'aller chercher des gens avec des profils complètement atypiques, différents, et tu leur donnes la parole, et tu sais rester à ta place, tu ne te mets pas en valeur. Et ça, c'est une grande valeur. Merci beaucoup. Bah oui, effectivement, c'est ce que j'essaye de faire avec ce podcast, montrer qu'on peut apprendre de tout le monde. Que ce soit quelqu'un de jeune, quelqu'un de moins jeune, peu importe le milieu et tout, et que chaque personne, même si elle a pas l'impression, a toujours quelque chose à montrer, même des personnes qui ne sont pas forcément… c'est un problème de batterie peut-être. Non, j'arrive au bout. C'est la batterie. Ouais. Même moi, c'est pareil. Mais voilà, il y a toujours des choses à apprendre de chaque personne, et c'est ce que le podcast amène à faire découvrir. Donc, en tout cas, je suis content. J'ai eu encore une fois une personne avec une bonne mentalité, et ça fera de nouveau un bon podcast. Merci. Et du coup, on arrive sur la fin du podcast. Donc, je mettrai comme d'hab tous les liens en description, que ce soit de ce qu'on a parlé, que ce soit les tiens, que ce soit les miens. Et merci à ceux qui ont écouté, ceux qui nous ont regardés, ou ceux qui ont fait les deux. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci de l'écoute. Et on se retrouve dimanche prochain, comme d'hab, pour un nouveau. Je ne sais pas si je te laisse le dernier mot de la fin. Ce que tu pourrais dire. Merci à toi, évidemment, Florian. Et puis, continue ton œuvre, qui est très intéressante, qui est pas courante. Et puis, sinon, oui, à tous ceux qui nous écoutent et qui aiment la musculation, sachez que c'est un sport qui peut vous apporter beaucoup plus que de simples muscles. C'est beaucoup plus riche c'est un sport qui paraît superficiel et qui est tout sauf superficiel. Nick, franchement, parfait. Merci à tous, et puis merci à toi. Merci Florian. Ciao. Bonne journée.